Merci. Nous reprenons une autre série de questions. Jean-Charles Collaroy. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs, je voudrais vous remercier car vous avez bien rappelé l'urgence d'agir, la nécessité de trouver des budgets très conséquents pour investir dans la transition énergétique, dans la recherche et développement, dans la coopération avec les pays du Sud en particulier. Afin de rendre pleinement opérationnel le dispositif que vous proposez, pensez-vous que la création d'une agence européenne du climat et de l'énergie, à l'instar de notre ADEME française, pourrait être une solution efficace afin d'assurer la labellisation, leur mise en œuvre et le suivi des projets de transition énergétique, tant au sein de l'Europe que dans le cadre de la coopération avec les pays du Sud? Et puis, si nous mettons énormément d'argent dans l'efficacité énergétique des bâtiments, encore faut-il que les rénovations soient bien faites. Un rapport de l'OPEX, une audition organisée à l'initiative de Cédric Villani, montrait que l'on doit mieux former les entreprises et les salariés qui interviennent dans la rénovation et mieux contrôler les résultats. L'enjeu ne se situe pas sur ce sujet pour avoir plus de rénovations, mais des rénovations bien faites. Alors rapidement, merci Jean. Sur ce qu'a dit Jean-Charles Lasroy, complètement d'accord. Pourquoi pas une agence européenne, effectivement, je ne sais pas, oui, tu es là. On s'est rencontrés le 15 mars quand Jean-Charles est venu à l'UNESCO. Et oui, ça paraît une bonne idée. Il ne s'agit pas d'inventer. On pense qu'il faut utiliser les outils qui existent. C'est pour ça qu'on propose de transformer la BEI ou de faire une filiale de la BEI qui profiterait du AAA de la BEI. Mais c'est peut-être intéressant qu'il y ait une agence qui accélère les échanges de bonnes pratiques et qui pilote l'ensemble. Mais après ça, je pense que c'est au niveau des parlements nationaux qu'on peut aussi donner des labels et estampiller les projets qui peuvent être financés. Sur la question de la rénovation thermique, complètement d'accord pour dire qu'il y a un gros problème de formation. Le patronat du bâtiment est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, si on avait 30 milliards chaque année pour faire de la rénovation thermique, on n'a pas aujourd'hui les compétences et qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font du boulot de cochon et qui se goinfrent pour profiter de tel ou tel dispositif. Donc non, mais c'est la réalité, donc autant le dire. Mais encore une fois, si on se dit que l'objectif, c'est que le traité s'applique dans 2 ans, imaginons qu'on gagne, imaginons, ben voilà, ça veut dire qu'on aura 1 an pour régler tous les problèmes concrets. Non, mais c'est pour ça que ça ne va pas se mettre en place en 1 semaine. Mais si on a la volonté, on peut régler sur tous nos territoires. Aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Comme il n'y a pas une vraie volonté, les gens n'utilisent pas vraiment les prêts à taux zéro et les entreprises du bâtiment se disent que ce n'est pas la peine de se former, il n'y a pas vraiment un chantier. Par contre, si on sait que dans 20 ans, tous les bâtiments publics et privés seront isolés, là, le secteur du bâtiment va se donner les moyens de former des gens. Et on verra au niveau local comment est-ce qu'on, y compris embaucher des gens qui ne sont pas tout à fait formés, les former au pied du mur et valider leurs compétences. C'est une façon de créer massivement des emplois dans tous nos quartiers, dans tous nos villages. Voilà. Sur la question de Madame Boyer, d'abord, la France et l'Allemagne n'ont pas encore dit, vous êtes plus optimistes que nous, mais on n'a pas encore tout à fait le soutien officiel de la France et de l'Allemagne, mais même si on a des contacts intéressants. L'Espagne, Jean Jouzel vient de le dire, on a quand même 3 alliés de poids au sein du nouveau gouvernement espagnol. Pedro Sánchez, le Premier ministre, a signé, et Teresa Ribera, la ministre de l'Environnement, a signé, et un autre ministre très important et très favorable, je ne vais pas le dire à sa place, mais je ne te l'ai même pas encore dit, mais depuis hier, il y a un rendez-vous qui doit se fixer dans 15 jours à Madrid, avec 2 membres du gouvernement espagnol très importants, pour préparer le Conseil européen de la fin juin. Sur la question de la taxe carbone, j'ai oublié d'y répondre. La réponse est oui, on pense qu'il faut mettre dans un traité le fait qu'on va augmenter le prix du carbone, ça aurait dû, pour montrer que ça ne va pas changer, le faire vraiment. Mais ça n'est possible, on ne peut pas faire bouger les gens uniquement avec le bâton. Ça n'est possible que si tout le monde a compris la gravité du problème climatique, c'est pas juste le truc de Jouzel, du GIEC et de Nicolas Hulot, ça nous concerne tous. L'intérêt d'un débat sur le traité, autour du traité, c'est que tout le monde, dans toutes les familles, dans toutes les entreprises, dans tous les villages, on parlerait de la question du climat et les gens verraient que ça les concerne et que ça va vite se dérégler, s'accélérer. Donc, premièrement, parler à l'intelligence des gens, il n'y a pas seulement le bâton, il faut convaincre les gens et leur donner des financements pour dire voilà comment vous pouvez isoler votre maison, le prix du carbone va augmenter, voilà comment vous pouvez aller à votre boulot en consommant moins d'énergie. Soit c'est prendre son vélo, soit c'est des transports en commun, soit c'est des voitures qui consomment moins. Les solutions ne sont pas les mêmes partout, mais il faut, si la seule arme c'est augmenter le prix du carbone, ça ne le fera pas. Et après ça, en termes de négociation, aujourd'hui, si le seul sujet qu'on met sur la table dans les négociations par exemple avec l'Allemagne, c'est le prix du carbone, c'est vécu comme le nucléaire français veut pousser son avantage pour casser les pieds, pour être poli, du charbon allemand. Et tout le monde le sait. Quand on dit ça au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, les gens sourient en disant oui, et c'est pas tout à fait faux. Donc c'est pas très drôle parce que les Allemands commencent à en avoir marre. Si notre seule proposition, c'est, je dis ça librement et franchement, voilà. Donc par contre, s'il y a une approche plus globale
y compris qui va permettre réellement de financer la sortie du charbon et de créer des emplois, que tous ceux et celles qui vont perdre leur boulot en Allemagne ou en Pologne parce qu'ils travaillent dans le charbon, mais qu'on pourra leur montrer vraiment qu'on va créer des boulots corrects et bien payés à moins de 20 km de chez eux et qu'on va les former pour qu'ils puissent évoluer. S'il y a une approche globale, je pense que y compris les Allemands peuvent comprendre le fait qu'il faut augmenter le prix du carbone. Angela Merkel rappelle que son frère, quand elle est rentrée à la CDU, son frère est rentré chez les écolos et certains disaient à Angela, mais pourquoi tu rentres à la CDU et pas chez les Grünen? Et Angela a dit, vous voyez, c'est moi qui organise la première COP, on l'oublie, mais la jeune Angela Merkel a accueilli la première COP à Berlin. Et déjà à l'époque disait qu'il fallait augmenter le prix du carbone. Donc elle n'est pas du tout hostile sur le fond, simplement, est-ce que c'est dans une approche globale ou est-ce que c'est juste le bâton qui va taper encore plus sur les Allemands que sur les Français? Sur la question de la biodiversité, Jean a répondu, mais évidemment, c'est un souci majeur. Il y a en tant que tel une crise de la biodiversité que le réchauffement est en train d'aggraver. Et parce que l'exemple que vous avez donné est tout à fait bon du fait qu'on risque d'aggraver la crise de la biodiversité si on fait n'importe quoi en matière énergétique. Donc je rappelle qu'on n'obtiendra pas l'effet de neutralité si on continue à consommer de plus en plus d'énergie. Je rappelle que pour avoir une chance de trouver la solution, il faut diviser globalement par deux notre consommation d'énergie, diviser par deux notre consommation d'énergie et faire des énergies vertes. Et dans la réforme de l'agriculture qu'on porte, l'objectif sera multiples, en même temps maintenir le revenu des paysans, en même temps limiter très fortement les émissions ou que l'agriculture capte le CO2 et en même temps protéger la biodiversité puisque un des problèmes une des sources de la crise de la biodiversité vient de notre modèle agricole. Sur le fait que qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des signatures. D'abord, nous venons d'arriver depuis 2 minutes, grâce au soutien de Madame Tillet, à 30 députés, mais il y en a encore parmi vous qui n'ont pas signé, donc vous avez le temps de réfléchir, mais on serait heureux que le nombre de députés augmente. Peut-être que vos commissions pourraient faire un avis, a priori favorable, même si vous n'êtes pas d'accord à 100%, mais dire en gros c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Le CESE au niveau européen, le Comité économique et social européen, nous a auditionné et va rendre un avis, donc peut-être que vous pouvez le faire. Vous pouvez nous aider à convaincre d'autres députés. On peut faire des débats dans vos circonscriptions. Je le rappelle, donc pour signer ou pour organiser des débats, vous pouvez nous contacter et on serait très heureux de continuer le dialogue.